médico-social principalement. Donc, il y a beaucoup d'actions concernant la formation et la sensibilisation donc, des professionnels médico-sociaux à nos pathologies. Depuis plusieurs années, donc l'Axe médico-social développe un tour de France où on sensibilise au niveau des régions sur nos pathologies. Bien évidemment, sur l'année 2020, on a été un petit peu freiné sur les objectifs qu'on s'était fixés dans la mesure où, avec la crise sanitaire, on n'a pas pu faire toutes les régions qui étaient prévues. Mais on a pu faire en décembre 2019, donc Lyon, on a fait en janvier Limoges et en février, on a fait Orléans. Après, il y avait Angers, et puis Angers a été reporté en décembre, et là, on vient de le reporter sur l'année 2021. Voilà, pour 2021 était prévu Dijon, donc ça c'est le 31 mars 2021. On avait prévu aussi sensibiliser la région Île-de-France, PACA et Normandie, puisqu'on n'est jamais intervenu sur ces régions-là. Au vu de la situation sanitaire, je ne sais pas pour l'instant si nous pourrons faire toutes ces régions. Si ce n'est pas pour cette année, ça sera pour l'année suivante. Du coup, suite au Tour de France, alors donc c'est un format vraiment qui convient aux professionnels médico-sociaux. Les 3 derniers colloques qu'on a pu avoir, on avait entre 120 et 150 inscrits, ce qui montre l'intérêt que portent les professionnels médico-sociaux à nos pathologies, tout type de pathologie, hein, pas spécifique à une seule. Et du coup, les établissements, sur le questionnaire de satisfaction qui est donné au Tour de France, nous ont demandé de former, de proposer des formations beaucoup plus pointues sur nos pathologies. Donc finalement, le Tour de France, c'est une première démarche. Et puis l'année suivante, ou 2 ans après, nous avons travaillé sur la proposition d'une formation de 4 jours pour les acteurs de terrain. Donc, on a testé cette formation-là en région de Bretagne. Donc, c'était une formation sur 2 jours auprès essentiellement de professionnels qui intervenaient à domicile. Et puis, donc, sur des SAMSA ou des SAVS. Et cette formation devait se déployer cette année en 2020 sur l'Occitanie à la demande des ARS, en Nouvelle-Aquitaine, en Pays de la Loire et sur la région Est. Donc ça, c'était évidemment, c'est en lien avec les colloques que nous avions fait l'année d'avant. Et puis, bah, évidemment, vu la situation sanitaire, le déploiement de cette formation-là se fera finalement sur l'année 2021. En plus de ces formations-là, donc on a travaillé, et toujours pareil avec la crise sanitaire, c'est un petit peu décalé, tous nos projets sont décalés sur l'année suivante, donc sur 2021. On a commencé à travailler sur un DU, accompagnement médico-social, qui n'aura peut-être pas ce terme-là au final, mais pour vous donner un petit peu la teneur de ces DU-là. Et l'objectif, ça serait qu'on puisse faire une première formation, une première expérimentation pour la rentrée 2021. En complément donc, du Tour de France, des formations, du DU, on a du coup pu travailler sur la création d'une collection de livres sur nos pathologies à destination des professionnels médico-sociaux qui sont essentiellement distribués et très appréciés pendant le Tour de France et lorsqu'on fait de la formation. Donc, en plus des actions évidemment d'information et de sensibilisation, on développe beaucoup en fait d'actions en direction de la création d'un réseau national médico-social. Donc, je sais que je vous en ai déjà parlé, c'est beaucoup plus concret. Donc, il y a toujours la journée des services sociaux de la 5e ou la 6e édition, donc ça marche bien. En 2019, on a signé une convention nationale avec l'association APF France Handicap, donc ex-APF, l'association des paralysés de France. Donc c'est une association qui a beaucoup de structures médico-sociales en France et particulièrement des structures d'aide à domicile, donc des SAVS et des SAMSA. Donc l'objectif, c'est de sensibiliser effectivement leurs professionnels à nos pathologies. Nous avons beaucoup déployé d'actions à destination d'établissements médico-sociaux qu'on nomme nous et qu'on repère comme ressources. Donc je vous en avais parlé, là c'est beaucoup plus concret et je vous présenterai une carte juste ensuite où du coup on a repéré sur chaque région, l'objectif c'est d'avoir au moins un établissement ressource qui soit un petit peu spécialisé sur nos pathologies
dans la partie accompagnement médico-social, qui complète du coup nos centres d'expertise, des centres de référence et des centres de référence, et qui soit un petit peu un appui médico-social sur des établissements de la région qui auraient besoin de conseils. Donc ça marche bien, ça se développe bien. Et l'année dernière, donc en novembre 2020, on a donc animé le premier séminaire médico-sociaux. Il y avait toutes les directions des établissements ressources qui avaient signé la convention. On devait le faire la semaine dernière, la deuxième édition, et finalement, ça sera reporté en mai 2021. Oups, pardon. Et donc, du coup, on a mené aussi comme action la première infolette que vous avez reçue donc, en juillet 2020. Et donc là, c'est la cartographie que je vous expliquais. Donc voilà, aujourd'hui, ce document-là n'est pas encore actuellement en accès libre, tout simplement parce qu'il est en cours de finalisation. Il devait être validé par les établissements ressources la semaine dernière. Comme on a décalé en mai 2021, il faut qu'on voit de quelle manière il va être revalidé pour pouvoir le diffuser. Donc en fait, on est en train de faire une cartographie de tous les établissements ressources que nous avons pu repérer. Donc vous voyez, il y a un petit peu, voilà, il y a globalement toutes les régions. Il nous manque la région de Normandie, avec les coordonnées des établissements donc, qui ont signé cette convention-là. Alors la convention, elle ne veut pas dire que les établissements prennent en priorité et obligatoirement les personnes. C'est simplement qu'elles se sont engagées en fait à vraiment être l'interlocuteur privilégié. Donc, évidemment, elles vont étudier les candidatures pour des admissions en établissement, mais s'il n'y a pas de place, bah, elles sont tout autant coincées que, voilà. Donc, on ne leur demande pas forcément des places dans leurs établissements. Point que nous avons développé dans l'axe médico-social, ce sont les projets en sciences sociales et humaines, et notamment les projets médico-sociaux. Donc, il y a le projet CONCAD qui a été développé donc c'est un projet de recherche sur 2 ans, financé d'ailleurs par la Fondation Groupama, qui concerne en fait les qualifications des auxiliaires de vie à domicile auprès de patients atteints de la maladie de Huntington et suivis par le centre de référence d'Angers. Donc, on a fait une première année d'études qui montre des premiers résultats qui seront diffusés là en janvier 2021. Et puis, il y aura la fin de l'étude donc en décembre 2021. On a aussi travaillé, et je vous en avais sans doute parlé, et puis ça a été en suspens avec la crise sanitaire, d'un document unique d'admission, donc en région Pays de la Loire. On avait créé en fait un dossier unique d'admission au lieu que chaque personne remplisse un dossier par établissement. C'était l'idée de remplir un seul dossier d'admission et que ce soit le même pour tous les établissements. Donc en Pays de la Loire, il est en test. On a fait un premier bilan en janvier 2020 qui devait nous amener à améliorer le document. Et puis avec la crise sanitaire, ça a été un petit peu mis de côté. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un document qui nous a été demandé du coup à déployer par la MDPH de Loire-Atlantique sur le secteur jeune. Voilà, donc ça, pareil, les réunions ont commencé et puis tout est en suspens, donc ça reprendra en 2021. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que même si le document unique d'admission, dans son idée, elle est pertinente, la dupliquer à une dimension nationale, c'est très long et très compliqué. Donc, autant sur les établissements ressources qui ont signé une convention avec nous, les établissements sont tout à fait d'accord pour que les patients, les familles utilisent ou les services sociaux le document unique d'admission, c'est-à-dire que dans l'ensemble des établissements, je vous ai fait voir la liste, vous pouvez remplir un seul dossier, vous faites une photocopie, vous pouvez l'envoyer à l'ensemble des établissements, ça ne pose pas de souci. Par contre, ce n'est pas parce que ça marche pour nos établissements ressources que ça marchera sur tous les établissements sur toute la France. Pour l'instant, on n'en est pas là. Donc, ça suit son cours. En 2021, du coup, on a développé un nouveau projet. Alors, j'ai oublié de vous dire que dans le projet CONCAD, il y a un COPIL dans lequel l'association Huntington France, évidemment, est partenaire. Et puis, donc, on a développé un second projet de 2 outils. C'est un test, hein, c'est une étude sur 2 outils qui ont été créés d'interface de communication, donc une tablette et un robot à destination des personnes en perte d'autonomie et de communication. Donc, on vient d'avoir un premier financement par les ARS région Pays de la Loire
Donc 5 structures, une à domicile et donc 4 établissements médico-sociaux partenaires là, de notre réseau vont tester le robot et la tablette pour l'améliorer. Dans ce projet-là aussi, il y a donc l'association Aramis qui donc participe au COPIL et qui va aussi sans doute solliciter ses adhérents de la région pour tester les produits. Et il faut savoir que c'est un projet qui va se développer à une dimension nationale puisqu'on a 3 appels à projets sur lesquels on est, pour lesquels les établissements ressources seraient en dehors de la région évidemment et de la Loire. Voilà, on est en train de travailler sur un projet de répit, un petit peu avec plusieurs partenaires pour, c'est l'objectif vraiment 2021, mener une étude sur le répit et quels sont les besoins au niveau, nous, de nos patients en termes de répit. Donc ça, je vous en parlerai tout à l'heure parce que je vais être amenée à vous solliciter. Et puis en 2020, il y a un groupe de travail, on a expérimenté et l'objectif, c'était qu'il y ait un retour en fin d'année 2020, donc évidemment reporté avec la période du Covid, sur la nutrition, sur la capitalisation et la transmission des savoirs sur la nutrition, sur nos pathologies. Donc, plusieurs établissements ressources en fait ont travaillé sur la question et l'objectif était de voir comment centraliser et comment capitaliser tout ce qu'on finalement on avait comme information concernant la nutrition. Voilà. Et dernière chose, donc l'axe médico-social de la filière, c'est aussi un appui. Donc du coup, on a signé, il faut savoir qu'il y a une convention nationale de signer avec l'Association française des aidants. Donc toute la partie information sur les aidants, le café des aidants ou la formation à destination des aidants, nos associations de patients doivent pouvoir en bénéficier. On a fait aussi en 2020, je crois que c'était en début d'année 2020, une première expérimentation avec l'association Aramis et ses adhérents. Donc, on a organisé une webconférence. Là, la webconférence, le sujet, c'était comment fonctionnait une équipe relais handicap rare. Et donc, on a travaillé avec l'équipe relais handicap rare de l'Est, du Grand Est. Ça s'est très bien passé. L'expérience nous a permis de se dire que finalement, pour l'année 2021, on pourrait proposer d'autres webconférences à destination des adhérents, des associations de patients et à l'ensemble des associations de patients, pas forcément qu'à destination d'une association de patients. Donc, j'ai essayé de recenser un petit peu les besoins pour 2021 pour organiser les choses. Et pour l'instant, ce qui se dessinerait, ça serait d'organiser une webconférence sur le fonctionnement du MDPH. Alors, ça serait beaucoup plus précis, bien évidemment. Et puis, il m'a été aussi demandé les mesures de protection. Rien n'est fixé et figé aujourd'hui. Donc, si vous avez, vous, association de patients, des idées de sujets, faites-les moi remonter. On essaiera de voir comment on peut organiser ça. L'objectif, c'est sur une année d'en faire 3 maximum et puis de voir un petit peu si c'est intéressant pour vous ou pas. Et dernièrement, depuis l'année dernière, donc pareil, ça a pris un petit peu du retard avec le Covid, parce que je ne peux plus me déplacer. Nous sommes en train de signer, en tout cas on travaille, même si on n'a pas signé avec eux, avec l'association Juris Santé pour tout ce qui est la partie droit et information du patient sur ses droits liés à ses soucis de santé. C'est en complémentarité de France Info Santé qui existe, qui est un site gratuit avec un service téléphonique gratuit. Toujours est-il que si vous avez des situations, donc c'est une association, un Juris Santé qui répond au téléphone ou par mail si besoin, vous pouvez donc tout à fait bénéficier gratuitement de leur service et quel que soit le lieu de domicile où vous êtes. Enfin, donc on a participé à la coordination. Je vous en parlerai 2 mots quand même tout à l'heure, parce que celui-ci est important, donc au groupe de travail interfilière médico-social, et plus particulièrement, donc on a animé le groupe de travail pour relancer le dossier complémentaire MDPH que vous ai déjà présenté. Et là, donc l'objectif, c'est de le généraliser à une dimension nationale, et donc du coup de le tester à une dimension nationale avec toutes les filières de santé maladies rares et toutes les équipes relais handicap rare. Donc on a le soutien de la CNSA pour cette démarche-là, et je vais de toute façon vous le présenter tout de suite parce que je vais être amenée à solliciter les associations de patients pour contribuer à cette évaluation.
Donc, il y a eu la commission médico-sociale pour lesquelles des associations de patients donc, participent activement. Donc, on a fait 3 ou 4 visioconférences sur l'année 2020. On travaille beaucoup avec évidemment les équipes relais et le GNCHR, donc le groupement national des centres pour les handicaps rares. Et donc l'objectif 2021, c'est qu'on a 3 conventions de partenariat en perspective à signer. Et puis, comme Sophie nous l'a dit tout à l'heure, c'est mis en place des pôles de ressources maladies dégénératives, des réseaux, des plateformes sur les maladies rares. Donc l'objectif pour moi, c'est de les repérer, puisque je suis de plus en plus sollicitée par ces structures-là, et de voir de quelle manière on peut se compléter dans nos actions. Donc au niveau des associations de patients, pour moi, au niveau de l'axe médico-social, c'est important que vous puissiez travailler en lien avec ma partie, notamment pour contribuer à l'information, à la diffusion des informations que moi je peux avoir sur le réseau des établissements médico-sociaux, sur les colloques qui peuvent se mettre en place, mais aussi à faire remonter les besoins que vous repérez au niveau de vos adhérents. Vous serez aussi, et vous êtes amené souvent, je vous sollicite souvent quand j'ai des colloques et des formations pour savoir si ça vous intéresse d'y participer en tant qu'intervenant. Donc généralement, ça vous intéresse plutôt beaucoup. À chaque fois qu'il y a des projets médico-sociaux, du coup, je demande, l'objectif, c'est d'avoir évidemment 1 ou 2 représentants d'associations de patients. Alors, je sais que c'est du temps, donc c'est toujours beaucoup d'énergie. Donc maintenant, avec la visioconférence, je pense que ça va peut-être pouvoir être un peu plus simple. Et puis, je vous sollicite parfois aussi pour avoir votre avis. Et effectivement, je vais avoir besoin de votre avis pour savoir un petit peu au niveau du répit, qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on puisse développer comme action. Et puis, sur le fameux document complémentaire MDPH et MDA. Voilà, donc les 4 sujets sur lesquels les associations de patients pourraient travailler avec l'axe médico-social. C'est sur le sujet des webconférences que vous souhaiteriez que je développe. Sur le dossier complémentaire MDPH, là je vais prendre un tout petit peu plus de temps pour vous le présenter sans rentrer dans le détail pour autant. Répondre au questionnaire qui est actuellement en cours, enfin qui sera en ligne en janvier 2021 sur les besoins qu'on a nous au niveau de notre filière sur le répit. Et puis lorsqu'il va y avoir les dates des colloques et des formations, je serai amenée à vous solliciter pour savoir si vous êtes intéressé pour intervenir. Donc il n'y a aucune obligation. Et puis, on peut vous aider aussi dans l'intervention si besoin est. Voilà. Au niveau du dossier MDPH, donc, je ne sais pas si je vous l'avais déjà expliqué, il y a donc ce fameux document complémentaire qui, depuis 3 ans, les filières de santé ont travaillé. Brentim a toujours participé au groupe de travail qu'animait la MDPH. Il n'a pas changé de forme, il a simplement le logo équipe relais handicap rare et filière de santé maladies rares aujourd'hui. Il a été transformé aussi pour être saisi au niveau informatique. Donc là, ça ne se voit pas sur mon document, mais il peut maintenant être saisi au niveau informatique. Et l'objectif, c'est qu'en janvier 2021, on puisse tester auprès de 3 publics à une dimension nationale ce document-là, donc au niveau des patients, au niveau des professionnels médico-sociaux, type assistante sociale ou équipe relais, pour savoir, puisque ce sont eux parfois qui les remplissent, pour avoir leur avis. Et bien évidemment, le 3e public, ce sont les MDPH et les MDA pour savoir ce qu'elles en pensent. Donc ce document-là, nous, il est en accès libre sur notre site internet. Sans doute pas la dernière version puisqu'elle ne sera officialisée qu'en décembre, mais tout le monde peut aujourd'hui utiliser n'importe quel document d'information, donc vous pouvez l'utiliser. Ce qui serait intéressant, et si vous êtes, pour ceux qui sont intéressés, il faudra vous faire connaître. Il va y avoir en janvier 2021 donc la diffusion de ce document-là à une échelle nationale, avec un courrier qui accompagne de la démarche et qui explique en fait qu'on veut avoir l'avis des gens qui utilisent le dossier pour savoir si c'est simple à remplir, si c'est compréhensible, s'ils y voient une utilité, s'ils ne passent pas trop de temps. Enfin, il y a 10 questions, ce n'est pas très long. Et le questionnaire se fera en ligne ou sur une version papier. Voilà. Donc là, c'est presque finalisé. Le groupe de travail se réunit prochainement en décembre. Ça sera officialisé et après, toutes les filières de santé et toutes les équipes relais lanceront la démarche en lien avec la CNSA pour les MDPH en janvier 2021.
avec un objectif de recueillir en juin 2021 les premières informations, les premiers retours sur les questionnaires. Voilà. Et j'en ai fini normalement. Voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Moi, je voudrais juste apporter, merci Isabelle pour cette belle présentation, revenir sur un petit point sur lequel on a pris du retard, mais sur lequel je voudrais communiquer avec vous, c'est la question du diplôme universitaire. Alors, comme a dit Isabelle, hein, il ne s'appellera pas médico-social. L'idée qu'on a eue là-dedans, alors, ce n'est pas un diplôme universitaire dirigé comme public vers les médecins. Il y a d'autres formations d'ailleurs qui sont en place ou qui sont en cours de mise en place pour des médecins qui voudraient se surspécialiser en maladies rares. Là, l'idée, ce n'est pas d'en exclure les médecins, il pourra y en avoir, mais ce n'est pas c'est pas le public visé principal. Ouais. Ouais, notre idée, quand on voulait faire ça, c'était sur un diplôme universitaire, donc c'est quand même une formation diplômante sur un an avec des séminaires. Enfin voilà, ce n'est pas une formation, une journée de temps en temps. C'est vraiment une vraie formation, un vrai engagement. C'est vrai que les outils de visioconférence que la crise a mis à notre disposition vont nous aider. Mais c'était de proposer à tous les intervenants très impliqués dans les maladies rares, ce qui inclut les associations. Alors, ça n'inclut pas tous les membres des associations maladies rares, mais ça implique, on va dire, les cadres, les gens qui sont très impliqués, certains parmi vous qui, depuis des années, sont devenus des experts de leurs maladies rares, des réseaux, des possibilités, des conseils que vous donnez, des aides. Et que finalement, que ce soit un médecin, que ce soit une infirmière coordinatrice, que ce soit une assistante sociale de centre de référence, que ce soit un responsable d'association de patients, que ce soit une directrice d'établissement médico-social qui veut s'investir dans les maladies rares, essayer de proposer une formation où chaque intervenant des maladies rares apporterait le niveau de connaissance et de formation dans son domaine qui serait utile à tous les intervenants du réseau. C'est-à-dire qu'il y aurait effectivement une mise à niveau médicale, notamment sur l'état aujourd'hui de ce qu'on peut faire en termes de diagnostic des maladies rares, également le réseau sanitaire, comment fonctionnent les centres de référence, les filières, mais également animé bien sûr par des représentants d'associations. Aujourd'hui, quel est le panorama, quelle est l'activité d'une association de patients, comment il faut se positionner, quels sont les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, quels sont les soutiens que l'on a. Une assistante sociale qui pourrait intervenir sur le côté, voilà comment il faut que tout le monde dans le réseau soit au courant du fonctionnement d'une MDPH, quels sont les impératifs par rapport à la médecine du travail, etc. etc. Et vous voyez, l'idée, c'est que toutes les compétences qui sont dans notre réseau de professionnels et d'associations puissent essayer chacun dans son domaine d'expertise de voir le socle minimum qu'il faudrait faire partager à tous les autres pour obtenir une espèce de dalle commune de connaissances, chacun dans les expertises de l'autre. Voilà l'idée. On aurait voulu travailler plus, mais c'est vrai que la crise sanitaire nous a quand même beaucoup mobilisés sur d'autres choses, donc on a pris un petit peu de retard. Mais c'est très lourd administrativement de déposer un dossier comme ça auprès des universités parce que c'est encore une fois, il y a un diplôme derrière, ce n'est pas un truc qu'il faut faire valider, passer par des instances facultaires, universitaires, mais on est dans cette démarche qui je pense, est intéressante et pour lequel on reviendra vers vous à deux titres, à la fois pour participer à la construction du projet et participer à l'animation, et puis ensuite par vos réseaux pour le proposer à certains d'entre vous ou à certains membres de vos associations, sachant encore une fois que ce n'est pas quelque chose qui sera grand public. C'est-à-dire que, par exemple, nous n'accepterons des gens du monde associatif que s'ils sont présentés et soutenus dans une démarche par leur association. D'accord ? On ne veut pas des électrons libres. Ça sera les associations de la filière, donc vous-même en personne ou quelqu'un que vous nous représenteriez parce que, je ne sais pas, c'est le futur président ou c'est la personne qui veut s'investir et pour lequel vous souhaitez une formation.
Donc voilà la réflexion sur ce DU. C'est très en amont. On aurait espéré vous présenter quelque chose un petit peu plus abouti, mais on a pris du retard. Mais vraiment, c'est un projet, moi, qui me tient à cœur. Merci. S'il vous plaît. Est-ce que vous auriez des questions? Oui, s'il vous plaît. Hubert Boeuf, CSC. Dans le chapitre, tout à l'heure, vous avez abordé le chapitre nutrition. Oui. Est-ce que ce chapitre-là comprend autre chose que les références à la diététique? Est-ce que ça comprend, par exemple, la texture des aliments? Est-ce que ça comprend le problème des fausses routes? Est-ce que ça comprend la façon de consommer son repas et l'attitude que le patient doit avoir quand il est à table? Est-ce qu'il y a toute cette partie-là qui est incluse dans nutrition ou pas? Oui, monsieur Boeuf, oui. On va même inverser les choses. Ce que vous citez là, c'est le principal. La diététique est bien sûr importante, mais vient en deuxième plan. Là, ce que vous venez de citer, c'est vraiment le motif dans nos pathologies, le motif principal qui est lié à toutes les difficultés de déglutition, d'installation, de participation au repas, pour lequel, bien sûr, l'aspect diététique est un point important, mais le point principal, c'est celui que vous avez cité. Bien. Et est-ce que vous allez travailler pour que les aliments surénergétiques et surprotéinés que vous êtes amené à prescrire aux patients aient une texture et soient plus agréables pour le patient à consommer? Est-ce que vous envisagez de travailler avec les industriels de la production de ces aliments médicaux pour qu'ils soient plus agréables pour le patient? Alors, pour le groupe de travail, ce n'est pas l'objectif de sensibiliser. Alors, le groupe de travail pourra faire ressortir les difficultés que ressentent les patients dans la nutrition ou les établissements médico-sociaux ou les services d'aide à domicile, donc, et qui pourront peut-être amener une sensibilisation au niveau des industriels, mais on n'en est encore pas là. Il faut simplement savoir qu'on est en train de passer un partenariat avec une grosse société, enfin, de l'économie sociale et solidaire, qui a la spécialité à une dimension nationale d'information sur tout ce qui est l'aspect justement texture. Mais l'objectif, ce n'est pas nous de sensibiliser les industriels, en tout cas pas dans la dimension médico-sociale. Je laisse la parole peut-être à M. Verny. Par contre, c'est une idée que je n'avais pas, mais que vous nous donnez, et qui fait bien sûr partie des missions de la filière, puisqu'on a une mission de travail et d'échange avec les partenaires industriels. Alors c'est surtout l'industrie du médicament qu'on avait mise en premier lieu, mais pourquoi pas effectivement à ce niveau-là, c'est tout à fait quelque chose dont, comme à votre demande et à votre suggestion aujourd'hui, on peut se saisir. Très honnêtement, je n'en avais pas eu l'idée, mais vous nous la donnez et on la garde en mémoire, et n'hésitez pas à revenir vers nous, alors sans aucune garantie, parce que je vous avoue que le milieu industriel n'est pas celui qui est le plus proche de la culture des maladies rares, des filières et des… Voilà, mais oui, c'est tout à fait un sujet dont on peut se saisir. Alors, je vois dans les questions dans le chat un travail sur les centres de réadaptation en cours après une prime. Alors, si tu peux préciser… je pense que c'est les centres de rééducation fonctionnelle neurologique, Juliette, que vous évoquez. Oui. C'est ça. Alors là, on n'est pas dans le médico-social, hein, on est dans le sanitaire, puisque c'est des centres de rééducation. Alors si, enfin, nous, on travaille au niveau du médico-social sur des projets, par exemple, Pimbron, le centre de rééducation de Pimbron, pour ceux qui le connaissent, ont un projet sur le répit. Donc évidemment, sur le sujet du répit, on va travailler avec eux sur des projets. Mais pour l'instant, je n'ai pas trop développé. Alors, il y a aussi ANDA qui est un centre de réadaptation et avec qui on travaille beaucoup sur les patients, notamment Huntington. Par contre, mais pas uniquement. ANDA est ouvert à d'autres oui, en plus. On a des patients avec ataxie cérébelleuse et d'autres pathologies. ANDA
DAI est vraiment… et je vous rappelle qu'en DAI, sous la pression et le soutien fort de Brain Team, a obtenu une dérogation au niveau de la DGOS pour être centre de référence dans le cadre de notre filière, alors que l'appel d'offres des GOS excluait les centres de rééducation de la possibilité d'être centre de référence. Donc, c'est un dossier qu'on a vraiment porté à la DGOS et pour lequel on a eu gain de cause lors de la dernière labellisation. Donc, il y a effectivement ces possibilités. Il y a des projets Pimbron et d'autres ponctuels. Bon, on est quand même confronté à une grande difficulté qui est aujourd'hui l'inadéquation entre l'offre et la demande en centre de rééducation fonctionnelle neurologique. Je parle donc de la rééducation spécialisée neurologique qui, pour la difficulté à laquelle on est confronté, c'est quand on a besoin d'hospitalisation conventionnelle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les patients jeunes qui font un AVC, qui sont dans la phase, on va dire, la plus urgente et importante pour une rééducation, dans mon service, attendent en moyenne 6 à 8 semaines avant d'avoir une place en centre de rééducation, alors que c'est la période où tout se joue et où il y a une perte de chance majeure de ne pas y aller. Et donc la difficulté, c'est quand on sollicite les centres pour des pathologies plus chroniques, eh bien, même si la gravité, l'indication n'est pas discutée, la notion d'absence d'urgence fait qu'il y a tellement de patients urgents qui n'ont pas de place que c'est compliqué de faire admettre des patients qui ne sont pas urgents. Alors, on a des moyens de travailler et d'essayer de contourner ça, c'est notamment à travers les structures d'hôpital de jour que peuvent proposer ces centres de rééducation. Mais voilà, c'est un travail qui, en plus, doit se faire localement, centre par centre, parce que chaque centre a aussi ses orientations. Mais quand même, globalement, l'évolution sur le temps est dans un sens trop lentement, mais dans un sens favorable tout de même. Si je me remets 10 ans en arrière, j'avais quasiment aucun patient dans les pathologies dont je m'occupe, maladies rares neurologiques, qui n'avait accès au centre de rééducation fonctionnelle. Maintenant, beaucoup de patients, pas encore suffisamment, avec parfois des délais, parfois des refus, il faut négocier. Mais globalement, la plupart des patients pour lesquels je pense qu'un centre serait vraiment nécessaire, j'arrive à obtenir une prise en charge. D'accord, mais il y a un gros manque à ce niveau-là. Ouais, bon, on en reparlera une autre fois. J'ai parfois du mal à médico-social, j'ai parfois du mal à faire. Oh, elle est très artificielle et arbitraire. Hein. Moi, vraiment, mais je le dis même avant les centres de référence, moi, depuis 20 ans, mon combat, c'est pour lutter contre ce fossé franco-français entre le sanitaire et le médico-social. Et c'est vraiment, ça c'est une des choses que les filières permettent, c'est une des choses où notamment grâce à Isabelle, on est leader à Brain Team au niveau national. Mais c'est inimaginable. On a passé, je ne sais pas, 30, 40 ans en France avec une pelleteuse à creuser un fossé, un sillon, une faille pour empêcher tout lien entre les deux. Et avec d'un certain côté, du côté sanitaire, une certaine condescendance du milieu médical et sanitaire par rapport au médico-social, mais également et moi je renverrai volontiers les deux dos à dos en mettant des torts partagés. On voit aussi du côté médico-social une grande réticence à laisser le sanitaire et les médecins venir mettre leur nez dans ce qui peut se passer. Donc il y a beaucoup de gens qui, se plaignant toute la journée d'absence de lien, font tout au niveau individuel pour empêcher ces liens de se faire. Si vous voulez, qu'envoyer une structure médico-sociale qui se plaint en permanence de l'absence d'implication médicale dans la structure et que vous apprenez que le médecin a une demi-journée de vacation tous les 15 jours, comment vous voulez demander à un médecin de s'impliquer avec une demi-journée tous les 15 jours? D'un autre côté, quand vous voyez comment certains médecins traitent le côté médico-social et l'avenir des patients, c'est-à-dire par le mépris, c'est compliqué. Voilà. Donc, chacun peut passer beaucoup de temps à ressasser toutes les rancœurs qu'il a envers j'allais presque dire la partie adverse, mais vraiment le travail d'une filière comme la nôtre, c'est d'arriver à couper ces ponts. Mais pour vous donner quand même une idée, Isabelle, on a dû mettre 18 mois et passer par la DGOS pour obtenir du CHU d'Angers et de la direction du CHU d'Angers qu'il arrive à employer Isabelle Momy parce qu'elle venait
du médico-social et elle avait, je dirais, comme cœur de métier, directrice d'un établissement médico-social. Eh bien, 18 mois, et il a fallu que ça passe par un coup de téléphone de la DGOS au directeur général qui a imposé le recrutement. Ça faisait 18 mois qu'on m'expliquait que ce n'était pas possible. Et aujourd'hui, pourquoi Brain Team, ça marche relativement bien dans les liens avec le médico-social, c'est que ce n'est pas un docteur qui vient au nom de Brain Team, ce qui serait logique puisqu'on est quand même une fédération de centres de référence, mais c'est Isabelle qui a cette carte de visite de venir, même si aujourd'hui elle est employée par le sanitaire, elle a la culture du médico-social. Et c'est pour ça qu'on arrive à faire des ponts et à combler un peu le fossé. Et je peux vous assurer que ce n'est pas simple. Merci. Isabelle, est-ce que du coup tu as terminé Oui, moi j'ai terminé mon intervention. Super. Alors,